Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les conversations du cercle. Donc je suis Lilou, sexothérapeute et fondatrice du Cercle des Liens. Donc le Cercle des Liens, c'est un espace dédié à l'exploration de la sexualité, de l'intimité et de la relation. Et chaque mois, nous accueillons un invité, afin d'explorer une thématique particulière à travers différents regards et différentes expertises. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Pichoff, pour parler d'un sujet encore entouré de pas mal de pression, de croyances. Donc on va surtout parler d'érection. Alors, Mathieu, déjà merci d'être là ce soir avec moi, Avec avec nous. plaisir. Pour commencer, est-ce que tu es OK de te présenter un tout petit peu, de nous expliquer peut-être un peu ton parcours, ton métier, ton approche de la sexualité, parce que du coup, moi, je n'ai pas dit quel métier tu faisais, et comment tu accompagnes, si tu les accompagnes, certains messieurs qui sont dans des difficultés d'érection. Alors, je suis Mathieu, j'ai 45 ans, je suis d'Arcachon et je suis kiné, mais enfin, je me suis spécialisé en fait dans la rééducation pelvienne et dans la santé intime et dans la santé sexuelle. J'ai un parcours un peu atypique parce qu'avant d'être kiné, j'étais gendarme et j'étais un branleur au lycée. Mais je me suis découvert tardivement, j'ai repris la fac de médecine et au concours de médecine, même si j'ai fini 8e sur 4000. J'ai eu un zéro en chimie, donc je n'avais pas le droit de faire médecine. Donc, soit je redoublais, soit je prenais kiné. Donc, finalement, j'ai choisi la voie de kiné. Et finalement, je me suis parfaitement épanoui. Et rapidement, là où je me suis installé, j'avais beaucoup de femmes enceintes parce que c'était à côté d'une base aérienne. Et dans l'armée de l'air, il y a beaucoup de femmes. C'est un village où la population est très jeune. Donc, je me suis vite lancé dans la rééducation pelvienne. Sauf que j'étais vite limité avec les connaissances de l'école. Du coup, j'ai fait plein de formations sur les douleurs pelviennes, sur la rééducation anorectale, rééducation chez les hommes, etc. Et après, j'ai repris en 2016 la fac de médecine pour faire des études complémentaires en sexualité humaine. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai une double approche de kiné sexologue où j'ai mon regard de kiné en fait qui me permet de travailler sur toute la partie corporelle, physique, organique, en fait des troubles pelviens, des troubles sexuels, donc le périnée, les douleurs, les tensions, voilà, de la respiration, enfin tout le côté mécanique du corps. Et en fait, mon approche en sexologie, ça me permet d'apporter une dimension supplémentaire parce que enfin, j'ai des connaissances en tout ce qui est iatrogénie, donc tout ce qui est médicamenteux ou chirurgical qui peuvent intervenir dans la sexualité des gens et tout ce qui est aussi côté émotionnel, en fait. On a des notions de thérapie EMDR, TCC, on a fait du droit. Enfin, j'ai une approche beaucoup plus globale de la personne et du coup, et le côté mental, forcément, psychologique, émotionnel, qu'on n'a pas autant, en tout cas en kiné, voire pas du tout même. Voilà, donc du coup, j'ai une double casquette qui me permet d'approcher et le côté organique et le côté iatrogénique et psychogène. Voilà. Et du coup, au cabinet, j'accompagne en fait les femmes, les hommes, les couples pour tout ce qui est troubles urinaires, tout ce qui est troubles sexuels, tout ce qui est douleurs pelviennes et tout ce qui est troubles de l'érection. Soit c'est des gens qui ont été opérés de la prostate, ou soit c'est des gens qui ont des problèmes plus mécaniques ou le vieillissement ou le diabète, des pathologies plus globales, et ou les jeunes hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Voilà, j'ai une approche plus globale. Donc, si je ne regarde pas que le symptôme, mais surtout la personne dans son ensemble. Le périnée, certes, mais aussi le corps et l'esprit, si je peux dire ça comme ça. Ok, d'accord. Et donc, du coup, quand on parle d'érection, quelles sont, selon toi, les croyances ou les idées reçues les plus fréquentes que tu peux entendre? Euh, alors déjà, l'érection, c'est un fait. L'érection, en fait, c'est l'organe qui gonfle, ou des tissus, en particulier le pénis, et qui se devient raide. Voilà, donc ça, c'est déjà un fait. Et ça devient raide grâce à un flux de sang. Voilà. Donc les croyances les plus fréquentes, en fait, c'est qu'un homme qui est excité, il va forcément avoir une érection immédiate, par exemple, forte et durable. Ou inversement, un homme qui est en érection sait qu'il est forcément excité. Et ça, c'est ou qu'il a des désirs, ou l'homme qui est en érection sait qu'il va me sauter dessus. En fait, ça, c'est faux. En fait, un homme, il peut avoir des érections et
pas de désir, c'est ce qu'on appelle l'érection automatique, ou inversement, il peut avoir du désir, mais pas d'érection. Là, il a une panne ou une difficulté d'érection. Voilà. Donc, en fait, on va voir que l'érection, ça traduit beaucoup de choses, en particulier l'état physique ou l'état général de la personne. Voilà. Donc, en fait, l'érection, c'est un mécanisme vivant et c'est pas un simple bouton on-off ou marche-arrêt. Hmm. Ok. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a souvent un phénomène de pression qui vient agir sur sur l'érection parce que c'est pas que de la mécanique. Non, c'est ce qu'on va voir au cours de la soirée. C'est pas de la mécanique et ça reste un sujet difficile à aborder. Pourquoi? Ben, parce que en fait, l'érection, c'est l'intime. Hein, c'est comme les patients qui viennent me voir pour de la gynécologie. Mais c'est très chargé symboliquement. En fait, l'homme, il est fort. Il faut qu'il ait des érections très fortes. Voilà. Si c'est un homme qui va parler d'érection, c'est que c'est un obsédé sexuel. Donc, du coup, il va pas oser en Hmm. parler. Ou c'est parce que parler d'érection, ça fait pervers. Si les professionnels de santé sont de plus en plus des femmes, il va être confronté à discuter de problèmes sexuels et donc du coup ça peut mal passer ou il a peur qu'il soit Hmm. jugé ou qu'il soit pris pour un pervers ou alors qu'il peut y avoir une vraie souffrance. Et puis en fait, quand il y a une difficulté d'érection, surtout l'homme, il ne le vit pas comme un simple symptôme. En fait, c'est une vraie honte ou une perte, je sais pas comment on pourrait dire ça, une perte de virilité ou Ok. voire un échec Ouais. personnel. Et en fait, c'est que quand il a un problème d'érection, il n'en parle pas parce que du coup, c'est plus un homme ou c'est un sous-homme, quoi, si tu veux. Alors Hmm. qu'en fait, c'est quelque chose qui est très fréquent, qui commence même à partir de 40 ans. En fait, il peut y avoir des pannes occasionnelles. Mais du coup, au lieu bah, de dire qu'on est en échec, tout ça, il faut plutôt essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas et plutôt accompagner pourquoi il y a eu une panne ou pourquoi il y a eu un trouble de l'érection. Voilà. Ok. Et justement, l'érection, ça peut traduire un problème de santé plus général. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut Ok. pas que ce soit tabou ou compliqué d'en parler. Ouais. Bon, c'est notre but ce soir, c'est de C'est démystifier ça. tout ça, hein. Ok, donc tu as commencé à expliquer un tout petit peu comment fonctionnait réellement l'érection. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails, peut-être expliquer, parce que moi je sais que c'est quelque chose que j'explique souvent, mais notre premier organe sexuel étant notre cerveau, quel rôle il joue là-dedans? Tu parlais un petit peu d'émotion aussi tout à l'heure. Est-ce que selon toi, il y a des facteurs qui vont influencer plus ou moins l'érection? On peut parler aussi de peut-être faire un petit point pour les personnes qui sont stressées ou extrêmement fatiguées, enfin les personnes qui vont avoir des journées, des énormes journées. Tel est ton cas d'ailleurs. Est-ce que ça a un impact aussi? Voilà, raconte-nous un peu le fonctionnement de l'érection. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, l'érection, comment ça fonctionne? Si on fait simplement, en fait, c'est parce qu'il y a une vasodilatation, Hmm. parce qu'en fait, alors, comment expliquer simplement? En fait, les artères, en fait, elles ont des muscles lisses, en fait, qui font que l'artère elle a une certaine tonicité. D'accord? Ok, En fait, il y a quelque chose qu'on appelle le monoxyde d'azote qui arrive, qui fait qu'en fait, ces vaisseaux se dilatent et du coup, il y a un afflux sanguin qui arrive dans la verge. Bon, il y a une réaction chimique avec le calcium et tout ça, bon, qui fait qu'il y a la rigidité. Donc ça, c'est un problème, enfin, c'est vraiment un mécanisme, il y a l'érection automatique. ok, L'érection automatique, elle peut avoir lieu parce qu'on a du désir, effectivement, parce que quand une fille nous frôle la main, pas grand-chose, ou l'envie d'uriner, l'érection automatique le matin, on a des érections automatiques parce que, en fait, il faut que la verge elle puisse gonfler régulièrement pour que les corps caverneux, en fait, travaillent, s'assouplissent, parce que s'il n'y a pas d'érection, les corps caverneux, euh, j'ai pas de schéma là, bon, enfin, les corps caverneux, en fait, c'est comme des éponges et ça va se mettre à sécher. Donc, on a des érections automatiques tout au long de la journée, on s'en rend même pas compte et on en a aussi la nuit. La ok, différence avec l'érection maintenue, c'est-à-dire que l'érection automatique, comme le dit son nom, elle va se déclencher, par contre, elle va pas durer dans le temps. C'est juste une impulsion de flux sanguin. Quand on a un désir, qu'on est excité, on a envie de la personne, tout ça, là, le cerveau rentre en jeu. Et en fait, en fait, le circuit électrique, en fait, il y a la verge. Si on la frôle, tout ça, hop, ça vient faire une boucle réflexe au niveau du sacré et ça revient à la verge. Et ça fonctionne automatiquement. Par contre, si on veut que l'érection elle devienne maintenue, il faut que ce flux sanguin, ce message nerveux remonte jusqu'au cerveau. Et le cerveau, il y a le désir, il y a l'excitation, il y a l'envie, il y a tout ça, et qui renvoie en fait le signal à la verge. Et là, l'érection, elle tient plus longtemps, et c'est ce qu'on appelle l'érection maintenue.
Donc, si le cerveau, il bloque, il n'envoie pas le signal parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a de la fatigue, parce que physiquement, en fait, déjà, il ne reçoit pas le message, parce qu'il y a une blessure au niveau de la moelle épinière, ou est-ce qu'il y a une blessure au niveau du cerveau qui ne peut pas renvoyer le signal, ben, du coup, l'érection, elle ne peut pas se maintenir. Et le stress, ben, quand un homme est stressé, il y a une sécrétion d'adrénaline et ça crée une vasoconstriction, une survie. Par exemple, si on coupe un membre, ben, les vaisseaux ils vont se bloquer et du coup, le sang il va plus pouvoir circuler parce que le corps il va faire une vasoconstriction. Ben là, c'est pareil. En fait, s'il y a un danger, entre guillemets, si le mec il est stressé, ben en fait, la fonction sexuelle ne fonctionne plus parce que ça fait pas partie de la survie, malheureusement. Et du coup, ben, ça fait une vasoconstriction. Donc, du coup, la verge, eh ben, devient à l'état flaccide. Ça marche plus. Et donc, Ok, du coup, les hommes, ils ont beaucoup de stress parce qu'ils ont des grosses journées, parce qu'ils ont des problèmes à la maison, ils ont des problèmes au travail, ils ont eu des contrariétés, parce que à la maison, il y a la télé qui tourne et du coup, il est obnubilé par le bruit de la télé, il n'arrive pas à lâcher prise. Et voilà, et il y a la question du lâcher prise. C'est comme la femme qui n'a pas de lâcher prise, elle peut avoir des difficultés à être pénétrée ou a des difficultés à jouir. Un homme qui n'a pas de lâcher prise, il a des difficultés à l'érection. ok, d'accord. Donc finalement, on parle d'érection automatique à certains moments pour... Alors je fais un résumé parce qu'en plus, j'ai vu qu'il y avait une personne qui était entrée. Bonjour Emmanuel. Euh, donc, il y a du coup des érections automatiques simplement justement pour venir irriguer les corps caverneux du pénis et continuer au bon fonctionnement. Et pour que l'érection, elle soit durable, il faut qu'il y ait une question de désir, mais il faut aussi enlever tous les Alors, ça facteurs. coupe, je t'entends plus. Alors, je sais pas si ça Ah, glitch chez moi de chez toi. je sais pas, je te vois pas non plus, ça coupe aussi, tu m'entends? Ah, je t'ai retrouvé. C'est bon, Mathieu, tu m'entends? Alors, il y avait un gros mouvement de blanc. Oui, effectivement, ça a coupé entre 2 secondes. Je ne sais pas si tu m'entends de nouveau. Alors, en fait, je pense que ah ben voilà. Bon, je crois que Mathieu, il a des difficultés de connexion ce soir. On va peut-être le retrouver, j'espère en tout cas. Mathieu, on t'a perdu. Mathieu. Bon, très bien. On a vraiment définitivement perdu Mathieu. Donc, en attendant que Mathieu revienne, je vais faire un petit résumé de ce que Mathieu nous expliquait. Donc, Mathieu, il est kinésithérapeute et sexologue. Il est basé à Arcachon. Et il s'est spécialisé dans l'accompagnement de la santé sexuelle de l'homme et de la femme. Donc, il reçoit énormément de femmes pour tout ce qui est douleur pelvienne et également beaucoup d'hommes pour tout ce qui concerne de près ou de loin l'érection ou l'éjaculation. On a commencé ce live en expliquant un tout petit peu le fonctionnement de l'érection. Ah, Mathieu est de retour. Donc, je faisais un Ben, petit récap, Mathieu. je suis passé sur la connexion téléphone parce qu'en Ok, fait, ça me marquait que la connexion elle était instable et ici, Internet, bon. c'est très compliqué. Ok, bon alors je faisais juste un tout petit récap de ta présentation et de cette première partie qu'on a abordée. Donc en fait, on garde à l'esprit que l'érection, elle n'est pas uniquement mécanique. Elle va être mécanique à certains moments justement pour venir irriguer la verge parce qu'il faut qu'elle soit irriguée. Mais si on met une C'est condition de ça. désir, si on veut que l'érection, elle soit durable, il faut du coup donc qu'il y ait une stimulation proprement parler sexuelle, mais aussi tout un environnement qui soit favorable à ça, d'où le fait de perte d'érection peut-être quand on est stressé ou quand on est fatigué ou quand on manque de lâcher prise, comme tu pouvais le dire tout à l'heure, c'est ça? Exactement. Après, je ne sais pas si on rentre dans les détails maintenant, mais après, il peut y avoir des problèmes de santé aussi, il peut y avoir des traitements médicamenteux, il peut y avoir des conséquences chirurgicales. Donc, je ne sais pas si on le traite maintenant, mais il y a plein de perturbateurs de l'érection, comme il y a plein de perturbateurs du désir sexuel chez la femme. Ouais, bah justement, en fait, je voulais qu'on aborde un peu alors toute la partie impact émotionnel et psychologique, parce que du coup,
as parlé de stress, de fatigue tout à l'heure, de lâcher prise. Euh, qu'est-ce que ressentent les hommes en fait lorsqu'ils rencontrent une difficulté d'érection? Tout à l'heure, on parlait peut-être tu as utilisé le terme de sous-homme, de manque de virilité. Tous De ces sujets, honte, je pense, ils de touchent la honte. confiance en soi. Est-ce que par contre, il y a des mécanismes psychologiques qui permettent à ces hommes d'entrer dans ces pertes d'érection et dans un cercle qui pourrait être vicieux, par exemple? Oui. Alors, exactement. En fait, on appelle ça l'anticipation négative. Ou, Ok, enfin, il y a trois choses. En fait, il y a l'anticipation négative et il y a l'angoisse de performance. La troisième ok, chose, je le laisse en suspens, c'est pour un petit d'accord. bonus. Un petit En fait, teasing. l'anticipation négative, c'est-à-dire que ça marche exactement pareil chez la femme. J'ai eu un échec et en fait, la fois d'après, j'ai peur d'être en échec. La femme, ça va se traduire par exemple par du vaginisme, elle va contracter le périnée, elle va pas pouvoir être pénétrée. Hmm, Ou le mec, ben, il n'a pas eu d'érection et en fait, il est tellement angoissé de ne pas avoir d'érection qu'il n'en aura pas, c'est sûr. Donc ça, c'est l'échec entraîne l'échec. Voilà, c'est ok. le cercle vertueux. Ça, c'est euh, négative. L'autre homme, il a l'angoisse de performance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument qu'il soit rigide, tonique, dur, voilà. Et donc, du coup, en plus, il a peur que la femme, par exemple, c'est des fausses craintes, hein, mais comme plein de choses, en fait, il pense que la femme, elle a plus de partenaires que lui, enfin, elle a plus l'habitude de sexualité que lui. Il peut être angoissé aussi par la taille de son sexe, tout ça. Enfin bon, il a des anticipations un peu négatives. Et c'est surtout, Hmm, ben, si c'est une fille qui, par exemple, a eu beaucoup de partenaires, eh ben, il va se dire, moi, si je tiens 2 minutes, c'est nul, quoi. Donc, du coup, en fait, il va angoisser et en fait, il va vouloir être le plus performant possible. Voilà. Le problème de cette Dans la performance, performance, il ben, y a d'avoir aussi des dans la réactions qui durent performance, longtemps, fortes et longues, par voilà. exemple. Voilà. Ok, il y a peut-être aussi le fait d'avoir envie de satisfaire sa partenaire Oui, dans voilà. cette En idée de fait, ça peut performance. partir d'un bon sentiment, quoi. En fait, Hmm, il peut satisfaire sa partenaire, mais en fait, et en plus, on sait que forcément un rapport qui est très très long, c'est pas forcément un rapport agréable en plus, parce qu'il a la croyance que plus c'est long, plus c'est bon. Mais la patiente en face, ben, enfin la dame en face, ben, le rapport trop long, c'est peut-être pas très agréable pour elle au bout d'un moment, ou trop profond, c'est peut-être pas agréable trop aussi un certain hmm, temps. Donc en fait, l'homme, il a l'impression qu'il faut être dur longtemps et profond, long, enfin voilà. Alors que c'est pas forcément le cas, il faut que ça corresponde à la partenaire. Mais c'est l'image qu'on a parce qu'il y a la sexualité, la pornographie, où les hommes, ils ont des sexes énormes, ils durent très longtemps, hmm. et voilà. Et donc, ça déforme en fait l'acte sexuel et le patient, enfin le monsieur, il a l'impression qu'il faut être comme dans les films X, quoi, c'est-à-dire très en forme. Voilà. Donc, pour cette angoisse de performance, c'est ce que je vois de plus en plus, c'est des jeunes hommes en fait qui commencent à prendre des produits stupéfiants. Voilà, ils commencent à Ok, prendre du Viagra sur Internet, ils commencent à prendre de la coke, des choses comme ça, parce que pour être toujours plus performants. Voilà. Sauf que après, à 40 ans, ils arrivent et puis là, ils ont des érections qui ne fonctionnent plus parce qu'ils se sont abîmés la verge, ils ont fait du priapisme. Voilà, il y a des dérives médicamenteuses. Voilà. ok. Et la troisième Donc, petite bonus, c'est ce que je voulais vas-y. dire, c'est ce que j'ai eu d'ailleurs comme question en examen quand j'ai passé le DU de sexo, c'est qu'est-ce que c'est que le syndrome du vestiaire? Il y a les hommes, en fait, ils se comparent en fait leur taille de verge dans le vestiaire et ils ont l'impression qu'ils ont des petites verges, voilà, surtout au repos, alors qu'en fait, en Ok. érection, ça peut être complètement différent. Et donc, du coup, ils se mettent un stress sur la taille de la verge, en fait. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Ça peut être tellement un complexe, tellement important qui peuvent Ouais. même disjoncter, ou par exemple, ils rentrent dans une pièce, il y a des gens qui rigolent, ils peuvent croire qu'on rigole sur lui parce que tout le monde est au courant qu'il a une petite verge. Voilà. Ça, c'est le syndrome du Ok. vestiaire. Et donc, du coup, un garçon peut en fait complexer parce qu'il pense qu'il a une petite verge. D'accord. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment connu ce syndrome du vestiaire, quoi. Oui, ça s'appelle comme ça. Ok, c'est fou. Question d'examen en 2018. Ok, oui, comme quoi l'homme se met vraiment dans des Voilà, dispositions qui sont à la base non favorables, en fait. En gros, il se met sous pression pour oui, avoir une érection, sauf que du oui, coup, ça va faire l'inverse et exactement. ça va lui faire perdre son érection. Ok. Exactement. Voilà. Et je dis, il faut pas grand-chose, hein.
Si t'es pas dans un milieu tranquille, par exemple, tu veux faire ça vite fait dans la forêt, mais tu as peur qu'il y ait quelqu'un qui passe et tout, voilà, l'érection, ça marche pas. Hmm. Parce que Ok, tu as peur que tu sois surpris. Alors, des fois, ça peut exciter tout ça, mais puis si tu es un peu intimide et tout, bah, voilà, il faut pas grand-chose pour que ça perturbe l'érection. Voilà. Donc, la panne occasionnelle, c'est courant. Voilà, c'est quelque chose de courant et qui s'amplifie à partir de 40 ans. ok, d'accord. Et il y a des impacts émotionnels et psychologiques qui vont venir perturber Exactement. justement C'est vraiment l'érection. l'humiliation, quoi. Un mec qui n'a pas d'érection, il est humilié, quoi. C'est un échec, Ok. c'est moins que rien. Euh, et puis ça met mal à l'aise le couple aussi, parce que la femme, elle peut se remettre en question en disant, ben, il a plus Hmm. d'érection, donc en fait, il me désire plus, ou alors il a une maîtresse, Hmm. voilà. Donc ça peut mettre Oui. aussi à terme mal à l'aise le couple. Voilà. Bah, justement, tu vois, c'était ma question d'après. Je me demandais euh, à quel point, en fait, les difficultés d'érection, elles impactent la relation. Parce que on peut voir que des fois, il y a aussi peut-être des malentendus, en fait, dans le couple. Tu vois, un mec perd son érection au moment d'un rapport sexuel. Peut-être que, du coup, il va se cacher, il va être honteux, comme tu le disais. Et la nana, en fait, elle va peut-être simplement le prendre pour elle en se disant, Oui, ok, finalement, c'est bon, je suis nue devant lui, il ne me désire pas, peut-être que j'ai pris du poids, peut-être que si, peut-être que oui. ça. Donc en fait, ça peut créer aussi des malentendus. Comment on pourrait aider les couples à communiquer sur ce sujet-là sans que ce soit honteux d'un côté ou sans que ce soit, sans que ça vienne entamer en fait la confiance qu'ils peuvent avoir l'un en l'autre, ou pour éviter même la culpabilité peut-être. Euh, comment dire ça? En fait, déjà, je pense qu'il déjà, quand il y a un problème, il faut pas en parler à chaud. Il faut attendre que la soirée soit passée et il faut attendre le lendemain et débriefer au petit déjeuner, par exemple, et tout ça. Donc en gros, on se rhabille, on va prendre une douche et bonne nuit, C'est c'est ça? ça. Après, c'est parce que si tu es sur le coup, ben voilà, et puis en plus, ça va pas rassurer le mec en disant c'est pas grave, ça marchera pas. Non, en fait, je pense que les deux vont culpabiliser de toute façon. Parce que la femme, elle va le Mhm. prendre pour elle et l'homme, il va le prendre. Il va dire que voilà, ça y est, ça marche plus, tout ça. Euh, En fait, déjà, ou alors si c'est pendant l'acte, il faut vraiment expliquer à l'homme que c'est pas grave, il faut pas le faire culpabiliser, et à la Mhm. limite, il faut faire un rapport sexuel autrement que par la pénétration. Voilà. En fait, la sexualité, elle n'est pas confinée qu'à la pénétration, Mhm. il y a d'autres choses à faire, d'accord? Et puis, des fois, ça se sait aussi, hein, l'homme qui vieillit, il sait qu'il a l'érection qui est plus difficile à venir, des choses comme ça, donc ils ont adapté leur sexualité. En tout cas, il faut surtout pas, il faut pas se moquer, il faut pas se moquer et il faut surtout pas dramatiser, quoi. Et puis, faire culpabiliser le partenaire, l'un ou l'autre. Euh, Ok. Si c'est quelque chose qui doit se répéter, c'est pas quelque chose qu'il faut traiter tout seul. Il faut aller en parler à quelqu'un, en fait. Soit tu vas avoir un professionnel. Mhm. Le premier professionnel, c'est le médecin traitant, par exemple, et tu peux faire de la thérapie de couple, des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, faut faire une sexualité autrement ou finir son rapport, voilà. Ou alors, en tout cas, si le par rapport il n'a pas eu lieu, ben, du coup, il faut en reparler, mais sur un moment plus calme. Et puis Mhm. voilà, et puis faut pas créer de malentendus, puis il faut pas rejeter la faute les uns sur les autres. Voilà, faut en disant c'est à cause de la femme parce qu'elle fait pas ça comme il faut, ou c'est pas l'homme parce que Mhm. c'est voilà, c'est juste ben, analyser en fait ce que la situation veut dire. Après voilà, on comprend parce que la journée a été vraiment intense, ou parce qu'on vient de perdre la belle-mère, ou parce que voilà, ben, forcément t'es pas dans les conditions idéales. Mhm. Mais par contre, voilà, par exemple si ça pose problème ou si vraiment ça interroge le couple, il faut pas qu'il reste ça avec ça sur les bras. Il faut qu'ils aillent consulter quelqu'un pour en parler. Ouais, ok. Ouais, donc là encore, en fait, ça montre à quel point l'impact émotionnel et psychologique, il est aussi important dans l'érection, parce que si du coup, dans le couple, on vient rajouter encore plus d'émotions, encore plus de psycho, bah, du coup, ça peut aussi engendrer encore plus de perte d'érection sur du long terme, si cet échec est vécu vraiment comme enfin, si ce rapport est vécu comme un échec à la base, finalement.
En tout cas, je pense qu'il faut en parler en tout cas parce que Hmm. si personne n'en parle, il va y avoir des mauvaises interprétations de l'un de l'autre. Il va y avoir ouais, des interprétations, c'est ça. Euh, voilà, ça va laisser placer un doute ou bah, il faut en tout cas, il faut en parler quoi. Voilà, il faut en Ouais. parler. Je, je pense, tu vois, parce que ça fait écho dans mon esprit, mais quand on a commencé ce live, tu expliquais que du coup, euh, l'érection, ça veut pas forcément dire désir, et la non-érection ne veut pas dire non plus pas de désir. Donc je pense que ça, tu vois, ça serait la phrase forte en fait à garder sur ces premiers instants de live qu'on fait. C'est surtout d'expliquer en fait que une difficulté d'érection, ça veut pas dire qu'il y a une absence de désir. C'est parce qu'il Exactement. y a peut-être plein de petites choses aux alentours, dans l'environnement, la situation que vit la personne, qui sont peut-être pas favorables en fait à garder cette érection. Exactement. Et après, malgré tout, si ça doit perdurer, c'est là qu'il faut en parler déjà au médecin traitant Hmm. parce que ça peut cacher un problème de santé à terme. Ouais, Voilà. Il peut y avoir un problème plus profond qui fait que, non, j'ai un truc en plein milieu là. Hop. Ça peut cacher un problème plus profond. Voilà. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas rester silencieux devant une situation comme ça. Déjà dans le couple, et puis voilà, si ça doit se reproduire. ouais. Et il Et- faut surtout pas je- que la femme la culpabilise aussi, quoi. hmm. Mais peut-être, tu vois, que, on pourrait aller plus loin dans cette conversation, toi et moi, et peut-être essayer ce soir de déconstruire quelques croyances autour de la masculinité, autour de la sexualité. Tout à l'heure, tu disais un mec qui a une perte d'érection va vite se sentir moins viril, peut-être se sentir même comme un sous-homme. Enfin, ça, ce sont des termes forts. Est-ce que et tout ça, malgré tout, ça va être une croyance que cette personne va nourrir, mais qui va venir être contre-productif pour les prochaines érections et les prochains rapports. Est-ce que tu penses qu'on peut... Est-ce que tu as, toi, déjà entendu, par exemple, des croyances assez fortes à ce sujet-là, qu'on pourrait peut-être essayer de déconstruire ce soir pour aider les gens qui nous suivent? Tu parlais aussi de performance. Est-ce Euh, que ça, c'est pareil? Est-ce que c'est une voilà. En croyance? Est-ce fait, qu'on peut le si tu déconstruire? veux, les croyances, ouais, les croyances, en fait, si tu veux, c'est l'homme, il doit être toujours en érection. L'homme, il doit forcément pénétrer. Un vrai homme, il doit tenir longtemps. En fait, aujourd'hui, la sexualité, c'est plus un moment tendre ou intime, c'est Hmm. devenu une performance sportive presque, tu vois. C'est devenu, ouais, c'est Ok. ça, une performance. Voilà. Et en fait, quand tu mets de la performance dans la sexualité, ben, tu perds tout le côté émotionnel, tout le côté intimité, tout le côté douceur, tout le côté nuance, tout le côté fusionnel, tu vois. En fait, voilà. En fait, les croyances, c'est qu'un homme, ben, c'est forcément performant, c'est forcément pénétrant, c'est forcément, et puis ça a forcément tout le temps envie aussi. Ça, c'est dans les croyances, un homme, Hmm. il a tout le temps envie de sexualité. Ben, d'ailleurs, on m'a posé la question encore il y a une demi-heure, là. Une patiente, elle disait, mais est-ce que c'est vrai que les hommes ont plus envie que les femmes? Tu vois. Voilà. Ouais. Ouais, Donc, ouais, ça ça, fait c'est des partie des choses qu'on croyances. entretient. Voilà. Hmm. Puis après, c'est culturel, en fait, la virilité, c'est les statuts avec le sexe et tout ça. La virilité, c'est toujours le sexe masculin. La puissance, en fait, ça vient de là. Un mec qui est en érection, c'est un homme qui est puissant, quoi. Voilà, ça fait Hmm. partie des croyances permanentes, en fait, si je peux dire ça comme ça, quoi. Euh, en fait, on réduit le mec à la verge, en fait. Voilà. Ouais, Alors, c'est ça, c'est ce justement, que la je suis en train de sexualité, dire. c'est pas que ça, en fait. Un homme, c'est une écoute, c'est un désir, c'est une présence, et puis voilà, la sexualité, c'est un moment de tendresse, en fait, c'est un moment de fusion, et c'est pas forcément qu'une pénétration. Hmm. Donc, Ouais, en gros, c'est ouais, aujourd'hui. associer la valeur du mec à sa performance sexuelle, C'est en ça, fait. exactement. Ben, je pense que quand on est jeune, alors je sais pas parce que je suis un garçon, mais les filles, est-ce que quand il y en a une qui a eu un dating, le lendemain, les filles, alors du coup, est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est un bon colis? Tout ça. Voilà. C'est Et vrai. le mec, il est jugé sur le bon colis, alors que s'il faut, c'est un gros connard. Et d'ailleurs, Ouais. c'est ça. Enfin, voilà, ça peut être un mec très prétentieux, un truc comme ça, mais par contre, c'est un bon colis, alors.
Après, ça dépend de ce qu'on cherche aussi, hein, voilà. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais après, les croyances aussi, je pense qu'il y en a certaines qui sont peut-être inculquées via la pornographie aussi. Tu vois, sur ce que tu disais en Oui, termes de oui, c'est sûr. performance déjà. Enfin, le mec qui va rester en érection tout le long du film, qui va éjaculer 4 litres de sperme. Enfin, ça, tout ça, ça peut entrer dans Alors que les tout est croyances, faux. Ouais. quoi. Ouais, alors que tout est faux. Mm. Ouais. Par contre, du coup, de parler, en fait, souvent, ben, du coup, on parle plus du plaisir, par contre, parce que le plaisir, ben, c'est pas que la pénétration, et le plaisir, c'est ce qu'on Mm. veut apporter à la partenaire ou au partenaire. Donc, Ouais. en fait, il faut briser il faut briser enfin, la croyance que la sexualité, c'est forcément la pénétration. Ouais. Donc c'est pour ça que par exemple dans un couple, lorsqu'il y a une perte d'érection, à la limite on s'arrête pas à ça en considérant que c'est un échec, on continue ce rapport sexuel d'une autre manière, Voilà. différemment, mais simplement pour finir ce rapport sexuel en se disant, en étant sur une note plutôt positive que de rester sur cet échec finalement. Et alors, du coup, tu vois, par exemple, quand tu as un mec qui est vraiment très stressé et qui a du mal à avoir son érection, s'il y a de la Mm. tendresse, des choses comme ça, le moment d'excitation peut s'apaiser un peu et lui, il va baisser en pression et peut-être que l'érection va venir dans un second temps. Ça arrive, Ok. ça, quand on est jeune homme, bah, au début, ça marche pas trop et puis sur un moment où on s'y attend le moins, hop, ça redémarre à ce moment-là parce qu'il y a un petit peu moins de stress et tout ça. En fait, voilà, il Mm. y a tout le côté sexu, enfin, il faut pas que ça dure 2 minutes, le rapport sexuel. Il y a tous les préludes, tous les préliminaires. Il y a toute cette Ouais. tendresse qui fait que ben, le gars, il va être apaisé et petit à petit, peut-être que l'érection va revenir. Mm. Donc, voilà. Et en fait, le problème d'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a les histoires de body count et tout ça. Et presque Mm. la sexualité, c'est devenu une performance, en fait. C'est ça, en fait. Il faut presque faire mieux que les autres, plus que les autres. Plus longtemps que Ouais. les autres. Voilà. Et puis C'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, on va être plus facilement jugé en fait sur la sexualité que l'on a pu avoir et celle que l'on va démontrer, plutôt que tout le relationnel, plutôt que la personne réelle que nous sommes finalement. voilà. Mais alors du coup, par exemple, si les filles elles disent mais est-ce que c'est un bon coup? Mais ça veut dire quoi un bon coup? Est-ce que c'est parce que justement, c'est quoi la définition du bon coup d'ailleurs pour les filles? Est-ce que c'est parce qu'il a une érection qui est très longue, ça a duré longtemps? Ou est-ce que du coup, il a tout fait pour donner du plaisir à la partenaire en s'occupant d'elle et des choses comme ça? Ah, il a fait jouir et en fait, déjà, il faudrait poser la question femme, c'est quoi un bon coup en fait finalement? Bah, tu vois, en tant que femme, j'aurais tendance à te dire que j'ai l'impression qu'on pourrait tout avoir une définition qui serait complètement Ben, je pense que c'est différente. ça. Et puis à l'âge Parce que aussi, ça va ça correspondre à évolue. des attentes qui sont personnelles en réalité, tu vois. Et puis on évolue aussi au cours de sa vie, on n'a plus les mêmes désirs qu'avant, on n'a pas la même... Voilà, Tout à et la fait. sexualité ben, masculine, elle évolue aussi. Voilà. Mm. Voilà. Mais après, voilà, la panne occasionnelle, voilà, c'est quelque chose qui peut être très classique, très courant. Une toute première rencontre, en fait, quand on a été célibataire longtemps ou quand on a une nouvelle rencontre, eh ben, le premier rapport, il est peut-être pas oufissime parce que du coup, on s'est mis beaucoup la pression. Ouais. Mm. Tout à l'heure, tu parlais aussi de santé. Et c'est vrai que on a abordé tout le côté émotionnel, tout le côté pardon, psychologique. Est-ce que justement, tu parlais du fait d'avoir une érection, c'est aussi un signe de bonne santé. Donc Voilà. concrètement, ça veut dire quoi pour ces messieurs? Est-ce que il faut qu'ils s'attendent, par exemple, tous les matins à avoir l'érection matinale? Est-ce que ça, c'est vraiment un signe de bonne santé? Est-ce que c'est plutôt une croyance de notre part? Est-ce que c'est un réflexe automatique comme tu en as parlé? Sur le plan santé, fais-nous un petit point santé, s'il te plaît. Alors, l'érection matinale, c'est automatique et c'est un signe de bonne Mm. santé. D'accord? Comme les Ok. érections automatiques au cours de la journée ou les érections dans la nuit. Voilà. En fait, pour que la verge elle fonctionne bien, donc il faut que l'organe verge fonctionne bien, qu'elle soit pas abîmée, que les capillaires sanguins soient pas bouchés, que les nerfs fonctionnent bien. Il faut que Mm. la connexion, ça me remet encore connexion instable. Il faut que justement il y ait une connexion qui fonctionne bien entre la verge et le cerveau. Il faut qu'on soit, en fait voilà, il faut qu'on soit en bon état, voilà, de santé. Il faut pas qu'on ait des médicaments qui peuvent perturber l'érection. Il ne faut pas qu'on ait eu de chirurgie au niveau digestif ou abdominal qui peut toucher des nerfs. En fait, il faut que
les organes ou le corps fonctionnent bien. D'accord? Après, il y a Ok. des pathologies qui sont plus insidieuses, les problèmes d'artérite, les problèmes coronariens, les problèmes de cœur, quoi, tout ce qui est problème vasculaire, le diabète qui peut abîmer la verge et qui peut abîmer les nerfs. Bon, c'est un réflecteur quand même de bonne santé, quoi. Quelqu'un qui commence à avoir des troubles de l'érection de plus en plus courantes, de moins en moins d'érections ou qui deviennent de plus en plus difficiles, avoir une verge rigide, ben là, il faut faire un bilan de santé. Est-ce qu'il n'y a pas un problème hormonal? Est-ce que les testicules fonctionnent bien aussi au niveau hormonal? Euh, le surpoids, ça peut gêner aussi l'érection. Le manque de sport, ça peut aussi gêner l'érection. Voilà, en fait, c'est un signal quand même de bonne santé. Si tout fonctionne bien, c'est qu'il y a une bonne santé quand même générale. Quand j'ai été étudiant, quand j'ai repris la fac de médecine pour la sexologie, on a eu un médecin du SAMU qui était un de nos enseignants. Et en fait, il a fait toute une étude et tout le monde le prenait pour un barjot parce qu'à chaque fois qu'il intervenait sur un infarctus, il demandait à ses patients est-ce qu'ils avaient des troubles de l'érection. Tout le monde le regardait les yeux comme ça. Mais attends, le mec, il fait un infarct, tu parles de kékette. Ouais. Et en fait, il a fait toute une étude et il a prouvé qu'un trouble de l'érection, quand on commence à avoir des problèmes d'érection, c'est que dans les 5 ans, on fait un infarctus. Waouh, ok, c'est une étude hyper intéressante, ça. Voilà. Donc, du coup, quand il y a quelqu'un qui commence à avoir des problèmes d'érection, il faut lui faire le test de l'escalier. En fait, il faut qu'il monte un escalier 10 fois. S'il n'y arrive pas Ok, ou s'il arrive à la fin, il crache ses poumons, il faut absolument qu'il voie un cardiologue. C'est qu'il commence à avoir un problème vasculaire plutôt généralisé. Voilà. Quelqu'un qui a ok, du diabète, c'est sûr ou certain qu'au bout d'un moment, la verge a moins bien fonctionné parce que les capillaires sanguins vont s'abîmer et puis parce que les nerfs aussi vont s'abîmer. La connexion avec la verge va moins bien fonctionner. Après, je ne parle pas des problèmes de d'accord. prostate aussi, la prostatite. S'il va y avoir des nerfs qui sont touchés, et du coup, s'il y a un problème de prostate, l'érection va être plus compliquée. Voilà, Est-ce petit à que quand petit. on prend, Donc, alors sans rentrer forcément dans des maladies graves comme tu peux l'expliquer, mais si par exemple quelqu'un est en burn-out et prend des antidépresseurs, des anxiolytiques, ah ben, est-ce que ouais, il y a déjà des rien que ça, médicaments, ça a c'est un pour ça. impact? Exactement. En fait, quand tu as un bilan en sexologie, tu dois faire l'état de l'organe, l'état psychologique et tout ce qui est interaction médicamenteuse ou chirurgicale. Et donc, il y a beaucoup de médicaments qui interagissent en fait sur l'érection. Voilà. Les antidépresseurs en font partie. Voilà. Certains médicaments D'accord. pour le cœur en font partie. Voilà. Les Ok. antidépresseurs, enfin, anxiolytiques. Et puis, Hmm. voilà. Donc, il y a des interactions médicamenteuses. Ouais, donc en fait, ça, ce petit point santé, mon objectif, c'était aussi, tu vois, d'ouvrir vachement le contexte et d'expliquer aux messieurs qui peuvent rencontrer des pannes ou des pertes d'érection occasionnelles. C'est aussi peut-être lié à un instant de leur vie. Enfin, on n'est pas toujours happy face toute notre vie. Il y a des moments où on est un peu dans le mal. Et peut-être que justement, parce qu'on va prendre un petit truc pour nous soulager, un petit antidépresseur, etc., pour se soulager, bah, notre sexualité, elle va pas suivre. Mais du coup, c'est pas que ça dysfonctionne, c'est peut-être juste lié à cette phase de notre vie et à ce médicament qu'on prend aussi. En fait, on pourrait dire que le stress et l'état émotionnel peut expliquer les pannes, mais il n'y a pas Ouais, que l'état émotionnel qui peut expliquer les pannes. Voilà. ouais, En ok. fait, si ça devient récurrent, après, voilà, en bilan, en sexo, on fait est-ce que c'est quelque chose qui est venu de façon progressive et il y a des premières directions, mais c'était petit à petit, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été brutal? Déjà, ça nous aide. Si c'est du côté psychogène, ben forcément, le mec, il a été témoin d'un attentat, forcément, le soir même, je ne sais pas s'il a des érections, tu vois, quelque chose de brutal, un effet psychogène brutal. Hmm. Ou est-ce que, du coup, le médecin lui a prescrit un nouveau médicament pour, je sais pas moi, parce que il a Parkinson, par exemple, ou j'en sais rien. Il prend le médicament, Hmm. paf, du coup, du jour au lendemain, il n'a plus d'érection. Bah, c'est qu'il y a une interaction, on sait le moment précis. Donc là, on sait que c'est plutôt une interaction psychogène ou médicamenteuse ou chirurgicale. Le gars, il se réveille après une opération, il n'a plus d'érection. Bah, par exemple, après la prostate, c'est possible qu'il n'y ait plus d'érection après l'opération de la prostate. Donc là, voilà. Déjà, ça donne ces indices-là. Par contre, si c'est quelque chose qui est devenu de façon plus régulière, alors soit c'est un état émotionnel, une fatigue ou un état de stress ou quelque chose qui s'est installé petit à petit, ou est-ce que c'est vraiment physiquement, il a son corps qui commence à être de moins en moins performant ou à avoir des problèmes de santé et dessous qu'il ne sait même pas encore qu'il en a pas. Le diabète, c'est une chose, il peut avoir, je sais pas moi, des maladies neuro, voilà, voilà, des choses comme ça. Ok. Est-ce Le que aussi cholestérol. tous les traitements, tu sais,
on est dans une période où on parle de plus en plus aussi de neuroatypie et donc de personnes qui vont avoir des traitements. Je pense aux personnes qui sont détectées TDAH, enfin diagnostiquées TDAH par exemple, ou des personnes qui vont entrer dans les troubles du spectre autistique. Là aussi, certains ont des médicaments, des traitements. Est-ce que là aussi, on connaît une influence sur l'érection, par exemple? Alors ça, franchement, je sais pas. Je sais Ça, pas. je sais pas parce que je fais pas trop de pédiatrie et c'est des patientèles plutôt jeunes, ça, ces gens-là. Donc ça, je ne Hmm. saurais pas les interactions. Par Ouais, contre, ok. dans les infirmes moteurs d'origine cérébrale, par exemple, j'ai eu une fois une directrice d'un IME qui m'a appelé parce qu'ils avaient des problèmes avec un gamin qui avait des érections tout le temps. Et ils ne savaient pas trop comment le gérer parce qu'il était en érection tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et donc, du coup, ben, ils étaient gênés par ce comportement-là. Mais après, parce que pareil, il y a le frontal qui fait que tu n'as pas d'inhibition non plus, parce que tu sais que tu ne peux pas avoir des érections en plein public, ça ne se fait pas. Donc, tu as aussi ton comportement. Est-ce que tu es cohérent, des choses comme ça, ou est-ce que tu n'es pas cohérent et du coup, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe et tout ça. Donc, Hmm. c'est des Ok. pathologies plutôt neurocentrales comme ça, effectivement, tu vas avoir des interactions. Par contre, là, je ne serais pas assez spécialisé pour en parler. Et les traitements TDAH et tout ça, franchement, j'en ai aucune idée. Voilà. Ouais, Par ok. la bipolarité, il y a des phases maniaques et tout ça. Alors, chez la femme, il y a de l'appétit sexuel ou pas du tout. Chez Hmm. l'homme, je pense que c'est peut-être pareil, mais c'est pas une patientèle que je vois ça. Je sais pas. Ouais, ok. Et alors, on a parlé d'érection et tout le monde entend érection masculine, bien sûr, dans tout ça, et on a beaucoup de parlé de ces messieurs. Euh, Moi, je trouve qu'il serait chouette peut-être de parler de l'érection du clitoris, histoire de faire un petit parallèle. Peut-être que justement, il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas le fait que le clitoris peut avoir une érection. Est-ce que ça fonctionne de la même manière? Est-ce que il y a des automatismes comme pour la verge ou pas? Enfin, Alors, tu peux nous expliquer un peu? Alors ça, c'est pareil, hein, il y a une érection effectivement au niveau du clitoris. Il décalote comme un prépuce chez le garçon. Il y a des problèmes parce qu'il décalote pas. Il y a des problèmes parce qu'il est pas turgescent, parce que s'il y a un syndrome des releveurs, c'est-à-dire que si le périnée est très contracté, ça peut gêner la vascularisation du clitoris. Hmm, Effectivement, il y a deux corps caverneux et un corps spongieux. De toute façon, au niveau embryologique, que c'est la même chose, hein. C'est juste que c'est un gène qui a différé, ce qu'on appelle le gène SRY, qui fait qu'on s'est différencié en garçon, on s'est différencié en fille. Mais au départ, c'est la même structure anatomique. Voilà. Un clitoris, d'ailleurs, et c'est aussi long qu'une verge, sauf qu'on voit que le gland qui dépasse, mais le clitoris, voilà, en fait, il est caché par, voilà, c'est toute la partie rose. Donc, en fait, le clitoris, c'est quelque chose qui est très important, très développé. L'avantage du clitoris, c'est qu'il répond à beaucoup plus de stimulation, parce hmm, qu'il répond à la vibration, il répond à la pression, il répond à la contraction, il répond au frottement, il répond au chaud, au froid. Le garçon, c'est mécanique, c'est va-et-vient, c'est la stimulation mécanique. C'est ouais, pour ça ok. que si un mec il a une érection, mais que rapidement, il n'y a pas de va-et-vient sur la verge, ben l'érection, elle va tomber. Alors quand tu as 20 ans, ça Ok. met du temps à tomber. Mais si tu as 40 ans ou 50 ans, si tu tripotes pas rapidement la verge, ça va retomber vite. Voilà. Alors que la Hmm, fille, une fois que c'est parti, hein, voilà. Et l'avantage de la fille, c'est qu'elle n'a pas de période réfractaire. C'est-à-dire qu'elle peut jouir et elle peut continuer de jouir. Voilà. hmm. Et oui, Le les garçon, films une sont fois qu'il y a la période multi-orgasmiques. réfractaire, une fois qu'il y a la période réfractaire, ben, ça marche plus, il va dormir. Par contre, quand tu as 20 ans, la période réfractaire, elle peut être très très courte, tu peux enchaîner tes rapports. Quand tu as 40, 50 ans, ben, la période réfractaire, elle s'allonge et des fois, tu as eu un rapport sexuel et de redémarrer, ça prend du temps. Voilà. Ok. Physiquement, il y a un vieillissement du corps quand même, hein. Donc, à partir de 40 ans, on sait que le corps, chez l'homme, il commence à être un peu moins performant. Et c'est pour ça qu'il y a Hmm, des hommes mais des fois, ils consultent parce qu'ils veulent du Viagra, des choses comme ça. Et parce que, par exemple, ils avaient 40 ans, ils avaient la femme, la maîtresse, ils étaient commerciaux et ils allaient butiner partout. Mais quand ils rentraient chez eux, ils étaient encore performants. Et puis un jour, hop, ils rentrent chez eux et ça marche plus. Et ils ont peur que la femme elle, se doute de quelque chose. Donc, ils viennent en consultation pour demander du Viagra. Et en fait, on leur dit, ben non, c'est que physiologiquement, le corps, il a besoin de plus de temps de récupération. La période réfractaire, elle devient hmm. plus longue. Voilà. Parce qu'il y a un vieillissement général du corps.
Oui, quoi qu'il arrive. quoi Et qu'il arrive. d'ailleurs, là, tu parles de Viagra, mais aujourd'hui, on entend plein de trucs. Moi, en cabinet, j'ai déjà entendu des messieurs qui vont chercher du miel marocain. Enfin, aujourd'hui, il existe tout un tas de trucs, même sur Internet, des petites pilules en sex shop, il y a soi-disant des compléments alimentaires. Est-ce que tout ça, ça a un impact quand même sur ton corps? Est-ce que ça fonctionne pour l'érection déjà? Ou est-ce que, à contrario, ça a plutôt un impact négatif que de consommer toutes ces substances? Alors, le miel marocain, j'en sais rien. Toutes les pilules, j'ai des patients, des fois, ils me disent, tiens, j'ai pris des pilules comme ça. Franchement, c'est des compléments alimentaires. Je ne suis pas sûr que ça marche sur l'érection, physiquement. Par contre, le Ok. fait de prendre quelque chose, là-haut, tu as l'impression d'être plus fort. Et donc, ça marche. Ça fait un effet placebo. Par Ouais, exemple, on ok. donne des traitements médicaux comme le Viagra, le Cialis, le Tadalafil, 5 milligrammes. On Ouais. sait que, voire 2,5, mais en tout cas 5 souvent, c'est des doses qui sont presque non actives. Mais le fait qu'on prenne cette dose, ça rassure, lâcher prise et l'érection est meilleure. Donc, de prendre tous ces trucs-là, si ça améliore l'érection, oui, qu'ils y aillent. Après, il y a des trucs vraiment style gingembre à forte dose, ça peut marcher. Il y a peut-être des combines comme ça qui peuvent marcher en réaction. Il y a des choses à faire, hein. Mais tous ces compléments alimentaires, je ne suis pas sûr que ce soit prouvé que ça fonctionne. Par contre, lâcher prise. Parce que tu prends quelque chose, tu te sens plus performant. Toujours l'histoire de performance. Donc, tu as l'impression que tes Ouais, érections elles ok. sont plus Ouais, fortes, c'est vraiment, en alors fait, qu'en fait, si tu tu veux, ça marche t'ancres pas. dans une démarche pour faire quelque chose, quoi. Voilà. Par contre, ce qu'il y a de plus en plus, c'est les jeunes, qui est un peu moins jeunes, qui prennent la coke, qui prennent un MD, qui prennent des stupéfiants. Et voilà. Après, c'est pareil, Hmm. une soirée alcoolisée, si on a un petit coin, un petit coup dans le nez, l'érection, elle marchera moins bien, hein. Il y a peut-être plus de lâcher prise, elle est peut-être plus agréable avec les nanas ou plus facile de contact, mais l'érection, elle va moins bien marcher parce que là, c'est le côté neuro, ça va moins répondre. Par contre, Ouais. des gens qui prennent un MD, de la coke et tout, je dis, qui vont acheter du Viagra sur Internet ou à l'étranger, ils commencent à se doper. C'est comme un dopage, comme du sport en fait. C'est parce qu'ils intègrent la sexualité comme une performance. Il y a un Hmm. de mes patients, il a rencontré sa femme à 20 ans, il n'a jamais eu de partenaire autre que sa femme et il s'est mis à prendre des stupéfiants comme ça pour avoir de meilleures érections. Mais on ne sait même pas pourquoi. Par contre, il a Ok. détruit à force son organisme, il a détruit sa verge. Il peut faire des risques de priapisme, des érections qui durent des heures. Tout ça, ça abîme la verge, hein. Et si une érection qui dure plus de 6 heures, ta verge, elle ne marche plus. Elle a nécrosé parce que les capillaires, en fait, il n'y a plus de circulation qui se fait. La capillaire s'abîme. Un priapisme, tu peux avoir après des troubles de l'érection définitifs. Donc ça veut dire que même si la personne elle a consommé des stupéfiants sur une petite période donnée de sa vie, ça aura quand même un impact de dégradation physiologique de la verge. Ben, ça dépend de ce qu'il a pris et à quelle durée et quelle dose. S'il a fait du priapisme, oui. Ou s'il a fait des Ah ouais, érections de ok. 2, 3, 4 heures au bout d'un moment. Et puis c'est surtout qu'il va avoir des érections parce qu'il a pris ça, et donc il risque de rentrer dans un schéma moteur. Je dois prendre quelque chose Hmm. pour avoir une érection. Ok. Le Oui, cercle vicieux, on revient voilà. encore dans l'objectif de performance dont tu parlais au Exactement. début. Exactement. Et sauf qu'à 40 ans où tu commences à avoir le vieillissement physiologique du corps, ah ben merde, là ça marche plus, ça s'est déséquilibré. Ouais. Après, tu as des mecs qui font de la musculation du périnée à fond, en fait, pour avoir des érections très fortes. Par contre, après, ils déclenchent des douleurs parce qu'ils ont un périnée qui est trop fort. Ils déclenchent de la constipation. Puis ils sont tellement dans l'angoisse de performance qu'au finalement, au moment clé, ils n'arrivent même plus à avoir d'érection. Les jeunes de 20 ans qui disent, mais moi, j'ai plus d'érection. Non, c'est pas possible. À 20 ans, t'as pas plus d'érection. Mais parce qu'ils sont dans un schéma moteur d'obliger de faire des choses, en fait, pour pouvoir déclencher l'érection. Par exemple, une fois, j'ai vu un jeune homme qui avait 18 ans, il n'avait des érections que s'il avait la camisole de force, quoi. C'est-à-dire que la partenaire devait lui mettre la camisole et ça déclenchait l'érection. Donc, comment il arrivait dans ce schéma moteur de déclencher l'érection? Ah waouh, ok. Ok, ok. Par contre, du coup, tu parlais de muscler son périnée. Ça, est-ce que bien encadré, ça peut être un exercice qui justement permet de gagner un tout petit peu en Oui, érection? Je parle pas de performance, mais je parle de peut-être retrouver une érection un peu plus ferme ou plus oui. forte ou plus longue. Ouais?
En fait, quand tu contractes ton périnée, déjà, tu envoies du sang dans la verge. Donc, de contracter le Mhm. périnée, tu envoies un flux Ok. sanguin dans la verge. Donc, ça, c'est bien pour la qualité de la verge. Quand tu contractes ton périnée, en fait, le sang, il arrive par les corps caverneux. Ah, si j'ai un dessin, bah, tu vois, j'aurais dû vous montrer ça. Ton sang, il arrive par les corps caverneux et il repart par le corps spongieux. Mais ça, c'est pas dessiné ici. Ah, ben si, je l'ai là. Ça repart aussi par les grosses veines, là, la veine dorsale. D'accord? Le sang, il Ok. arrive comme ça, il repart, il passe dans le gland, il repart par-dessous, par-dessus. D'accord? Quand tu as un périnée tonique, tu vas coincer le corps spongieux et du coup, ton érection, ben, le sang, il a plus de mal à repartir, donc ton érection va être plus forte. Si tu as un périnée Ok. qui est très tonique, tu vas avoir ce qu'on appelle aussi un muscle ici, ce qu'on appelle le muscle de Houston. Il va un peu comprimer plus cette veine dorsale de la verge. Et donc, du coup, le sang, il a plus de mal à repartir. Si le sang il a du mal à repartir, ça congestionne encore plus fort. Donc, de muscler le périnée, tu vas avoir des meilleures érections. Ok. Voilà. D'accord. Et alors, comment on muscle un périnée quand on est un homme? Parce Eh qu'il y a des gens qui ne bien, savent pas qu'ils ont un périnée. Et du coup, pour nous, les femmes, alors toutes les femmes qui ont été enceintes et qui ont accouché ont la conscience de ce périnée parce que justement, il y a un travail après comment dire, sur le périnée après accouchement. Mais du coup, il y a beaucoup d'hommes qui vivent encore avec cette croyance de le périnée, il est 100% féminin, on n'en a pas. Donc, comment ils peuvent l'identifier là tout de suite grâce à notre live et se dire, OK, c'est ça que je peux activer et youhou! déjà, il faut faire attention parce que trop, c'est jamais bon non plus, hein. Un périnée trop musclé, il va avoir des problèmes de constipation, hein. Il y a des gens, ils Hmm, décrivent des selles bloquées ou des selles écrasées et ils disent des selles plates parce qu'en fait, ils ont l'anus tellement verrouillé, ils ont même des sensations de douleur dans l'anus tellement ils sont verrouillés. Donc, trop, c'est jamais bon, d'accord? Comment on ok, remuscle le périnée? Eh bien, en fait, il faut imaginer qu'on arrête un jet urinaire, par exemple. C'est un test qu'on peut faire après les hommes après opérer de la prostate. Ils urinent, il faut qu'ils arrêtent le jet urinaire. Autre ok, test, on imagine qu'il faut faire remonter ses testicules. Je contracte mon périnée et je fais remonter mes testicules. Et s'ils ok. n'arrivent pas à déclencher cette contraction du périnée, on leur demande de serrer l'anus. D'accord? Et après, il faut qu'ils D'accord. arrivent à distinguer. Je serre plutôt mon anus, périnée postérieur, ou je remonte un peu mes testicules, plutôt périnée antérieur. Ok. Bon, très bien. Donc, vision globale, on serre l'anus, on remonte les testicules et on arrête de faire Voilà. pipi, quoi. C'est Ok. ça. Alors, arrêter de faire pipi, c'est un test, hein, en fait. Il ne faut pas le faire en Oui. rééducation. Alors, Bien chez sûr. l'homme, ça ne risque rien. Chez la femme, on fait le test pour ça, ça va arrêter le jet urinaire. Mais chez la femme, ça peut déclencher des infections urinaires. On Hmm. appelle ça la régurgitation. Si d'arrêter le jet urinaire, c'est pas forcément bon parce que du coup, il y a une petite régurgitation au niveau de la vessie, tout ça. Ça peut Ok. déprogrammer la vessie, faire après déclencher ce qu'on appelle une hyperactivité ou un truc comme ça. Mais ça peut être un bon test. En tout cas, le test, c'est de pouvoir remonter ses testicules ou de serrer l'anus. Voilà. Ok, d'accord. Donc, si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on a conscience de son périnée, ça veut dire que Voilà. il peut contracter et donc que du coup, on peut à certains moments, quand on le souhaite, mais sans trop, Voilà. l'utiliser aussi dans notre sexualité. Et alors, des fois, il y a des gens, ils savent pas contracter parce qu'en fait, ils sont déjà comme ça. Donc, ils n'ont pas conscience qu'ils contractent plus fort. Ok. Comme chez la femme. Des fois, tu as des filles, elles disent, mais je sais pas si je contracte ou pas. Mais oui, mais elles sont déjà comme ça. Hmm. Donc, du coup, il y a des hommes et il faut apprendre la relaxation du périnée. Voilà. Ouais, il faut apprendre à décontracter. Voilà. Ok, Et ça, d'accord. il faut le conscientiser. Je sens que ça contracte et je sens que ça relâche. Et ça, c'est pas forcément Ok. évident comme exercice. Ouais, ok, Chez la femme, d'accord. on peut guider avec le vagin, on peut guider de la détente périnéale et c'est quand elle recontracte, elle sent ça a contracté. Elle n'a pas senti la détonification, mais elle sent qu'elle récupère de la course. D'accord? Chez Hmm. le garçon, c'est plutôt les doigts sur le périnée, sentir si ça contracte, si ça relâche, essayer de faire des exercices en rentrant le ventre. Qu'est-ce qui se passe en bas? Est-ce que je ressens mon ventre? Est-ce que je pousse? J'essaie de pousser comme si j'allais à la selle. Voilà, tout ça, c'est pour avoir différents mouvements du plancher pelvien et sentir ce qui bouge ou ce qui bouge pas. Ok, ok, ok. Bon, super. Donc ça fait 1 heure qu'on discute tous les deux. Euh, Moi, j'aimerais bien avoir ta vision perso sur ce sujet. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais que les hommes qui étaient présents et qui nous écouteront dans le replay ou même les couples retiennent de notre conversation et quel regard tu aimerais avoir pour faire évoluer ce sujet autour de nous? Euh, bon, la première chose,
une panne de façon enfin, pas régulière, c'est pas grave, Mm. d'accord? Par contre, Ouais. si c'est quelque chose qui doit devenir régulier, il faut absolument consulter, d'accord? Ou avec sa femme, ou tout seul, mais en tout cas, il faut, quand ça devient quelque chose qui devient régulier, on sait que l'érection devient de plus en plus compliquée, euh, il faut absolument en parler à un thérapeute, enfin un professionnel, d'accord? Parce qu'il va peut-être falloir faire un bilan sanguin ou vérifier qu'il n'y a pas un problème plus grave derrière, d'accord? Et après, le thérapeute, il va savoir orienter si c'est mécanique. Euh, c'est- il faut qu'il... Ah, je vais les parler d'un truc aussi. C'est avant, on utilisait ce qu'on appelait un plethysmographe, c'est-à-dire qu'on mettait un appareil sur la verge pour enregistrer l'érection pendant la nuit. Et le lendemain, on savait s'il y avait des Ok. érections nocturnes ou pas. Euh, Ok. Ce qu'on peut faire, on a appris ça. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment utilisé ou pas, mais c'est ce qu'on a appris en fac de médecine qu'en fait, ils mettaient des timbres-poste autour de la verge, ils les collaient pour la nuit. Le lendemain, il fallait voir si c'était déchiré ou pas. Ça veut dire qu'il y avait une érection qui avait été, qui était Ok. apparue pendant la nuit. Parce que des fois, en fait, on conscientise tellement ces érections qu'on en a la nuit, enfin, on dit qu'on n'a plus d'érection du tout, et en fait, finalement, on en a quand même le matin, on en a quand même la nuit, voilà. Mm. Donc, il faut être sûr déjà qu'il n'y ait pas de problème qu'il y ait plus d'érection, tout ça. Quand il y a un début d'érection, si c'est ce qu'on appelle la demi-molle, il y a toujours une récupération, une rééducation qu'on peut faire derrière ou des traitements médicaux. D'accord? Ok. Quand il n'y a plus du tout d'érection, là, c'est un peu plus complexe. D'accord. Mm. Euh, je ne sais plus la question. Quand, Quel regard tu aimerais avoir pour permettre à ce sujet d'évoluer? euh, l'érection, c'est pas une obligation. Ouais, ok. Ouais, non, mais c'est bien que ce soit toi qui dis ça. Voilà, l'érection, c'est pas une obligation. On peut faire autrement. Voilà. Ouais. Pire, on utilise un god ceinture, hein. Et l'érection, c'est pas une preuve d'amour. Je peux aimer Mm. ma femme, mais ne plus avoir d'érection. Et c'est pas l'érection, c'est pas une preuve que je vais sauter sur tout ce qui bouge parce que j'ai des érections automatiques. Ouais. Ok. Trop chouette. Euh, Quand j'ai des troubles de l'érection, si j'ai une panne ou des choses comme ça, il faut pas juger, il faut parler, comprendre pourquoi j'ai ce trouble d'érection. Est-ce que c'est vraiment Mm. local, enfin là instantané ce jour J, parce que voilà, j'ai écrasé le chien en arrivant à la maison, il est passé sous la bagnole, bon ben forcément je vais pas être en état d'avoir une érection. Ou est-ce que c'est quelque Forcément. chose qui commence à devenir chronique ou répété? Voilà. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui a été brutal ou est-ce que c'est quelque chose qui s'installe insidieusement? Voilà. Est-ce que, voilà, s'il faut essayer de comprendre, parce que s'il y a une panne, c'est que le corps y parle. Soit c'est émotionnel, c'est parce que j'ai peur, je stresse, soit c'est parce que j'ai un problème physique ou de santé. D'accord. Mm. Il faut comprendre. L'érection, c'est presque un témoin sur un tableau de bord, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ok. un témoin rouge voilà, qui apparaît sur le tableau de bord, bon, ben, j'ai une alerte, il faut que je cherche à savoir ce que c'est cette alerte. Ou alors, justement, la voiture, elle n'arrive plus à freiner et je ne sais pas pourquoi ça freine plus, tu vois. Il faut essayer d'analyser Mm. pourquoi ça fonctionne plus. Tu ne peux pas continuer sans freiner, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu essayes d'aller Ouais, à je ta comprends. marge. Là, si c'est une panne une fois, bon, à la limite, c'est pas grave, mais essaye de comprendre pourquoi il y a cette panne. Après, chez les jeunes hommes, c'est parce que c'est des nouvelles rencontres, ou alors ou alors même l'homme moins jeune, mais une nouvelle rencontre, en général, ça marche pas très très bien, quoi. Il y a Mm. beaucoup de stress, quoi. Le premier rapport, Ouais. même pour la fille, il n'est pas oufissime parce que bah, du coup, ça a été vite. Le mec, il a éjaculé tout de suite ou j'en sais rien. Bon, voilà. Mais il ne faut pas rester là-dessus. Puis il faut surtout, voilà, voilà, faut en parler, quoi. Il faut essayer de comprendre. Voilà. Et Ok. puis, euh, je ne sais pas comment dire ça. En fait, il ne faut pas tout mettre que sur le côté psychologique. C'est psychogène, il ne ment pas parce qu'il est stressé. Ou c'est que mécanique ou médical. Il ne demande pas, il a un problème de santé. D'accord? Il y a les deux, Mm. hein. Si, soit c'est tout l'un, c'est tout l'autre, mais il y a surtout un certain mélange. D'accord? Et surtout, le trouble de l'érection, ça s'accompagne. C'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes pour en parler, des thérapeutes pour comprendre, des thérapeutes pour soigner. D'accord? Mm.
Ouais, ouais, ça c'est effectivement, c'est le. Je pense que ça c'est le meilleur conseil qu'on pourrait donner à un homme de toute façon qui commence à perdre un peu confiance en lui parce qu'il a quelques pertes d'érection. C'est l'idée de il faut consulter. Tu parlais de médecin traitant, ça peut être des sexologues comme tu l'es, ça peut être des sexothérapeutes comme je suis, ça peut être des thérapeutes de couple parce que peut-être que la problématique vient pas forcément de la mécanique, mais plutôt de l'environnement dans lequel le monsieur il interagit. Ouais, donc ok, Ça peut on être garde. l'urologue, ça peut Hmm. être plein de Oui. monde, ça peut être le cardiologue, parce que les mecs, ils prennent des Ouais. médicaments pour le cœur et ils ont plus d'érection et ça les inquiète, ils en parlent au cardiologue. Enfin, il faut en parler en tout cas, et puis après, la personne, elle va orienter si elle ne maîtrise pas. Et tiens, tu as dit un truc, je voulais rebondir dessus. Ben, je sais plus. Bon. Vas-y, repasse ce que je dis. Non, je déconne. Tu as dit quelque chose, ça m'a fait tilt et je ne me souviens plus. Je Mais disais que c'était le meilleur conseil qu'on pouvait donner à un homme qui commence à perdre confiance parce que justement il a ses pertes d'érection, c'est d'aller consulter. hmm, Ça te hmm. refait pas tilt? Non, mais c'est pas grave. Mais ça reviendra. Putain. Ok, ok, ok. Bon, as-tu d'autres choses à ajouter, des points que l'on n'aurait pas abordés ce soir et qui te semblent importants? Parce que sinon, moi, je vais conclure, mais dis-moi si jamais il y a des choses importantes qu'il faut qu'on dise ce soir sur l'érection. Euh, je pense qu'il faut surtout pas centrer la sexualité sur le sexe de l'homme, mais sur le plaisir du couple. Hmm. Voilà. En fait, il y a des façons de faire plaisir au partenaire sans forcément passer par la verge. Donc, la pénétration, c'est bien, c'est ce qui est recherché dans le couple, mais ça fait pas tout. Voilà. Il peut y avoir de la Ouais, pénétration sans aucun plaisir pour la femme, hein. Elle fait ça pour faire le plaisir et tout. Donc, voilà. En fait, ouais, il faut centrer sa sexualité sur le plaisir plutôt que sur comment on fait ou comment ça doit fonctionner ou protocoliser ou faire toujours pareil. Mais comment je hmm, fais pour donner du plaisir à ma partenaire, voilà. Enfin, je sais pas ok. si je réponds à la question, mais Non, mais si, complètement, complètement, complètement. Donc, du coup, bah, je vais conclure. Donc, du coup, ce soir, on a parlé d'érection, mais aussi on a abordé le sujet de la pression, de la confiance dans le couple. On a parlé de relations, on a parlé de communication aussi, du fait de, de ne pas juger, de pouvoir en parler. Alors, toi, tu conseillais de ne pas en parler tout de suite à chaud dès qu'on a une panne d'érection, d'attendre peut-être le lendemain. Mais en tout cas, d'en parler, de ne pas juger, ça surtout, c'était hyper important. Tu nous as expliqué aussi la compréhension du corps. Donc, grâce à toi, de nombreux messieurs sauront exactement comment ça fonctionne sur le côté physiologique, en tout cas. Donc, du coup, moi, je je vais vais... rajouter un truc Ah, après. Vas-y, vas-y, finis, je te rajouterai dis-moi. un Non, truc. non, mais vas-y, dis-moi. En fait, comme je suis kiné, j'ai quand même parlé de ce qu'on fait les kinés. Petit aparté, je t'en prie. Voilà, hop, en fait, je suis kiné. Voilà. Donc, la rééducation, ça existe chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Les hommes, on les a souvent après des problèmes de prostate. C'est le plus courant chez nous, les fuites urinaires après la prostate ou les troubles d'érection après la prostate. Donc, il existe de la rééducation. Il y a des kinés qui sont formés en rééducation pelvienne. Et moi, plus spécifiquement, je fais en plus de ce que peut faire un kiné classique, je fais des travaux du trouble de l'érection parce que c'est un problème mécanique de la verge avec ce qu'on appelle des ondes de choc. C'est un appareil que même je peux aller chercher pour montrer, par exemple. On peut faire des impulsions électromagnétiques pour faire travailler le côté, le périnée très très fort. On peut travailler en manuel, on peut travailler avec des sondes, on peut travailler des sondes internes, externes. Et quelque chose, alors ça je vais en parler parce que c'est français et cocorico. Je reviens, je vais chercher ce qu'il faut d'ailleurs. Allez, vas-y, on t'attend. Il existe des courants excentriques sur le tibia, enfin, il existe plein de choses. Donc, il y a des kinés qui sont spécialisés en rééducation du périnée. D'accord? Donc, au pire, si vous ne voulez pas en parler au médecin, vous allez en parler à votre kiné. Et votre kiné, si vous avez d'autres problèmes de santé, il va savoir vous orienter vers qui.
Ça, c'est des appareils, c'est ce qu'on appelle des ondes de choc. Donc, c'est des appareils pour traiter spécifiquement les problèmes de la verge, la maladie de la péronie. Ah oui, ben, c'est des maladies de la verge aussi. La verge qui est tordue, tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la péronie. Bon, il y a des traitements avec des ondes de choc, d'accord? Quelque chose qui fait pas mal du tout. Ça chauffe, mais ça fait pas mal du tout. Et quelque chose que j'utilise spécifiquement, alors pour les troubles de l'érection, mais surtout après les prostatectomies, c'est un appareil qu'on appelle le stendo. Le Ok, stendo, ça ressemble à ça. Et ça, c'est un appareil français, donc c'est pour ça que je dis cocorico, parce que ça fait de la, donc c'est de la pulsothérapie. C'est pas de la pressothérapie, c'est de la pulsothérapie, c'est-à-dire qu'on accélère le flux sanguin. ok. C'est un appareil qui est calé sur le rythme cardiaque, il y en a qu'on accélère le flux sanguin. Et l'accélération du flux sanguin fait que ton corps, ton sang va se mettre, alors je simplifie beaucoup, hein, il va se mettre Mm, à mm. sécréter du monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, c'est un puissant anti-inflammatoire. Mais ce que j'ai dit au Ouais, début, c'est que c'est un inducteur de l'érection. D'accord? Donc, ça va ok. agir et améliorer l'érection. D'accord? Donc, je le fais systématiquement chez mes hommes qui commencent à avoir des problèmes de verge ou des troubles de l'érection. Et je le fais en post-prostatectomie parce que des fois, c'est rare, mais ça arrive que tu aies des hématomes ou des collections qui se fassent au niveau du site opératoire. Si en plus, ils Mm, sont pour faire des curetages ganglionnaires qui n'étaient pas prévus. Donc, il peut y avoir mm. des hématomes, des choses qui se coincent un peu dans le pelvis, si je peux dire ça comme ça. La pulsothérapie, ça permet de drainer toute cette merde. C'est anti-inflammatoire, mais ça draine toutes ces rétentions là qui sont dans le bassin et ça évite les douleurs post-opératoires. Voilà. Donc ça, c'est des Ok. appareils très très performants. Donc après, voilà, il y a des choses qui sont très spécifiques à faire chez l'homme. Voilà. En plus du travail abdominal, Mm. gestion des pressions, gestion de... Voilà, c'est un peu comme la rééducation qu'on fait pour le dos. On apprend à bien se lever, à pas faire d'efforts sur le dos. Ben, en fait, il existe la même chose pour le périnée, pour pas faire d'efforts sur le périnée, pour pas faire des efforts sur les abdos, des pressions sur le périnée, des choses comme ça. Voilà, donc il y a une rééducation très spécifique à faire. Voilà. Ok. Donc tout n'est pas Bon, perdu, super. tout n'est pas Mais non, perdu quand ça déconne. il y a une solution à tous les problèmes. C'est ça. Donc, il y Ok. a des annuaires sur Internet, il y a plusieurs organismes de formation, ils ont leurs propres annuaires. Donc, ça se trouve quand même des kinés du périnée. D'accord. Et Ouais, puis, périnée d'accord. masculin, ça se trouve. Ok, ben justement, parce que déjà, moi, je veux te remercier d'avoir participé à cette conversation du cercle. Ça me tenait vraiment à cœur que tu puisses participer, donc merci beaucoup. Tu parlais d'annuaire. Toi, où est-ce qu'on peut te trouver si, s'il y a des gens parmi nous qui ont envie de te contacter? Comment on peut te trouver? Tu as un site internet? Tu peux nous donner ton adresse? Dis-nous J'ai tout. un site Internet, ouais, j'y vais tellement peu. C'est kiné, périnée, sexo, je crois, un truc comme ça. Ok. Sinon, je suis à la thèse de Bûche. Voilà, la thèse de Bûche. Ouais, Donc 33. alors attends, dans le chat, je vais remarquer ton nom. Voilà, Kiné-périnée-sexo.fr. Je crois que c'est ça. Ah ouais, mais c'est pas les bons. C'est pas les bons. C'est kiné-du-6, périnée-du-6, sexo.fr. Et sinon, sur Instagram, j'ai un truc qui est rigolo qui s'appelle Secret d'un kiné sexo. exactement. Alors je suis en train de tout marquer dans le chat, comme ça au moins les gens auront toutes les infos. Et sur Insta, tu m'as dit, c'est Docteur House du vagin, Ouais, non, c'est Secret d'un kiné sexo. un secret d'un kiné sexo. Alors, c'est le nom d'utilisateur, Dr House Sec- du Badin, mais, mais sinon, c'est Secret d'un kiné sexo. Secret d'un kiné sexo, ok. Allez, j'ai tout noté. Hop. Euh, sur Instagram. Super. Mais écoute, encore merci à toi, Mathieu. Et si vous souhaitez continuer à explorer tous les sujets liés à la sexualité, à l'intimité, à la relation, donc vous pouvez bien entendu rejoindre le Cercle des Liens. Je vous remets le site internet, moi aussi. Hop, comme ça, vous aurez toutes les infos. Euh, le Cercle des Liens, c'est également sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur de nombreuses plateformes. Et tous les mois, il y a un live invité avec un expert. Donc moi, je voulais remercier tout le monde d'avoir été présent ce soir. Et puis à bientôt à tous pour une nouvelle conversation du cercle. Merci à toi. Au revoir. À bientôt!